Mesdames, bienvenue à chacune de vous. Bienvenue au Seigneur. Bienvenue à vos familles. Merci d'avoir, depuis des années, disons, laissé venir les hommes aux rencontres pour les hommes. C'est un grand cadeau que vous nous avez fait, parce que nous croyons que c'est important, le travail qui se fait là. Merci donc d'être ici aujourd'hui. Nous voulons accueillir Christine Joyeux. Comme vous pouvez le constater, c'est une jeune femme, mariée quand même depuis 26 ans, 28 ans, et ils ont 6 enfants, entre l'âge de 16 et 26 ans. Elle a plein de secrets à partager avec nous, au niveau de la vie de couple, au niveau de la nutrition, et je vais lui laisser la parole maintenant. Bonjour. Alors, j'avais rendez-vous avec vous depuis 1 an. L'année dernière, mon mari est venu parler à ces messieurs. Et alors, il m'a dit, je suis invitée à parler à 1000 hommes. 1000 hommes, très bien. Mais pourquoi que des hommes? Il m'a dit, oui, c'est bien, mais ça ne me plaît pas. Alors, je vais vous dire, mon mari est un homme, on va en parler des hommes, un homme qui aime bien montrer que tout seul, il n'est pas entier. Voilà. Alors, il a dit, l'année prochaine, il faut que tu viennes. Je leur ai dit, c'est impératif. L'année prochaine, il faut qu'il me ramène toutes les femmes. Alors, bienvenue. Il faut qu'il me ramène toutes les femmes et tu vas parler aux femmes. J'ai dit, quoi? Je vais parler à 1000. Excusez-moi. Avec tout ce que j'ai à faire, je lui ai dit, non, écoute, c'est trop, je ne suis pas d'accord. Et je peux vous dire que jusqu'à il y a quelques jours, j'étais encore en train de lui dire, je ne sais pas si je vais venir. Il m'a dit, voilà, donc je suis là, et je suis très heureuse d'être là avec vous. Alors oui, vous m'avez fait un peu travailler parce qu'il a fallu que je recense un petit peu tout ce que je pouvais avoir à vous dire. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver à tout vous dire. Non pas que j'ai, moi, spécifiquement, plein de choses à dire, mais je crois qu'on a beaucoup de choses à partager, surtout. Alors on m'a donné comme titre « Amour et sexualité, puissance d'amour et transmission de la vie ». C'est un titre qui est à la fois très large et très étroit. Alors je vais le faire à ma façon, et si je ne réponds pas à vos attentes, sûrement je ne répondrai pas à toutes vos attentes, mais bien vous me poserez des questions. Voilà. Amour et sexualité, ce sont 2 mots qui symbolisent rencontre et différence. Vous savez que le mot sexualité vient du latin secare, qui veut dire couper. C'est la séparation. Donc c'est la différence. Mais en même temps que la séparation, c'est bien que l'idée de sexualité, c'est le rapprochement. Nos différences, hommes et femmes, effectivement, nous sommes très différents. Très différents. Je peux vous dire, vous l'avez déjà su, je suppose, c'est que l'année dernière, mon mari, il a parlé aux hommes, mais il a beaucoup parlé de vous, de nous. Hein, il parle souvent... de moi, quand il parle de lui, il parle souvent de moi, et ça me vaut beaucoup de correspondances, de petits signes, d'amitié, de remerciements. J'ai reçu des fleurs, j'ai reçu des lettres, j'ai reçu un livre sur les roses, parce qu'il parle des roses qu'il faut offrir tous les jours. Je n'ai pas une rose tous les jours, hein, ne vous inquiétez pas, ça reviendrait trop cher. Mais enfin, il y a rose et rose. Voilà. Alors, nous sommes différents, mais nous sommes beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Nous sommes bâtis sur un même modèle. Nous avons un corps, un esprit, et puis tout ce que ça veut dire. Hein. On peut parler de corps, on peut parler d'esprit, d'âme, on peut parler d'intelligence, on peut parler d'affectivité. Tout ça, c'est un ensemble qui est indissociable. Si on parle de l'homme de façon schématique, on a tout de suite à l'idée ce qui caractérise l'homme de plus
plus caractéristique, c'est-à-dire ses qualités d'entreprise, de conquête, de solidité, de force, de virilité, etc. On peut en dire des tas de choses. Et nous, les femmes, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais est-ce tout? Est-ce que c'est tout? Bon, c'est clair que si on pose la question, c'est qu'on sait bien que ça n'est pas tout. L'homme, il est fort par définition, mais en même temps, il est très fragile. Bon. Alors que nous, on est fragile par définition, mais en fait, on est très forte. Je n'ai pas sorti des grosses canines, mais c'est un peu ça. Mais on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc, l'homme, il faut qu'il apprenne à connaître ses fragilités, parce que le jour où il les découvre, c'est la catastrophe, hein, et la femme, c'est l'inverse. Il faut qu'elle apprenne à trouver ses forces. Voilà. Je peux vous dire que quand l'homme retrouve ses fragilités, c'est la catastrophe, ça se voit en premier au niveau santé. Moi, j'ai un mari qui a une santé extraordinaire. Il n'arrête pas. Il est d'une solidité, vous savez, il cavale, et moi, je cours derrière. Je ne cours pas toujours d'ailleurs, des fois je me laisse tirer, vous savez, je mets les pieds comme ça et je fais des skis nautiques. Mais alors des fois, quand il est malade, mais c'est le cataclysme. Un jour, il a reçu en opérant une petite giclée de sang d'une malade qui était ce qu'on appelle Australia positif, et il a attrapé une hépatite virale. Et ben, je peux vous dire qu'il n'était pas bien. Alors, au début, il disait non, c'est rien. Puis, son père est venu le voir, qui était aussi professeur de médecine, et il lui a dit, tu sais, il faut que tu te reposes. Non, c'est rien. Son frère, qui est chirurgien, est venu le voir, et il lui a dit, tu sais, il faut que tu te reposes. Non, c'est rien. Puis, il a un ami, qui est absolument l'inverse de lui, qui est arrivé, qui l'a ausculté, et puis qui lui a dit, ouh là là. Alors, j'ai vu mon mari tout d'un coup faire. Il s'est mis au lit. Pendant 10 jours, il n'a pas bougé du lit. Il a fait défiler tout son staff, toute la faculté a défilé. J'ai perdu 4 kilos, moi, parce que j'ai servi d'été. Lui, il n'a pas trop maigri, mais c'est moi qui ai maigri. Alors que normalement, dans ce genre de pathologie, bon bref, c'est rigolo. Mais vous voyez, catastrophe, la maladie, catastrophe. Bon. Alors, la différence, elle a un sens. Vous connaissez aussi le mot, c'est la complémentarité. Parce qu'on ne peut pas dire que l'homme est l'inverse de la femme et vice-versa. C'est trop caractéristique. Vous êtes ici dans un contexte qui est quand même assez croyant, et vous savez bien que dans la Bible, il est dit « l'homme est père et mère à la fois ». Or, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, on a bien les deux, chacun en soi. Nous ne sommes pas finis. Chacun, on a une histoire, on grandit dans des conditions qui sont uniques. Mais quand on arrive à l'âge adulte, on a l'impression qu'on est majeur. Hein. Majeur, c'est un grand mot pour un jeune. Mais on n'est pas fini. Alors, il ne faut pas que ça inquiète, parce que c'est au contraire, c'est très bien qu'on ne soit pas fini, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et ce qui nous finit dans le couple, c'est bien l'échange et la complémentarité. Nous nous transformons réciproquement. J'ajouterai que l'homme et la femme vont trouver dans l'amour réciproque leur achèvement, leur plénitude. Et en plus, cette plénitude, elle s'atteint à travers les enfants, puisque l'enfant, c'est la prolongation, la pérennité. Et enfin, je dirais, avant d'aller plus dans le détail, que ce qui est le plus beau dans la douceur et dans la tendresse masculine, c'est qu'elle n'a rien à voir avec la tendresse féminine dans son expression, et elle exprime une force et une profondeur extraordinaires. C'est très émouvant pour une mère de voir s'épanouir la tendresse paternelle ou la tendresse masculine chez son compagnon, chez le père de ses enfants. C'est très émouvant. Donc dans la douceur et dans la tendresse, il n'y a pas faiblesse. Ça ne rime pas avec faiblesse. Au contraire, c'est une force. Alors, je vais vous parler d'abord de ce qui peut nous aider à devenir femme. Devenir femme, et puis ensuite, je vous dirai un petit peu comment il me semble qu'on peut gérer nos compagnons. Gérer. Le mot est
un peu pragmatique, un peu plat, mais il est très large. Il a l'avantage de permettre de rentrer beaucoup de choses dedans. Devenir femme, c'est découvrir et c'est réaliser sa féminité. La construction de l'identité féminine d'abord. Eh bien, cette construction, elle est à la fois simple et difficile. Elle est simple, pourquoi? Parce que la femme, la petite fille qui naît, elle naît d'une femme, donc instinctivement, elle sait ce que c'est qu'être femme. Alors qu'à l'inverse, le garçon qui naît d'une femme, eh bien, il va falloir qu'il découvre et qu'il construise sa masculinité. Vous voyez tout de suite l'intérêt et le caractère indispensable de la paternité pour le petit garçon. C'est aussi indispensable pour une fille, mais de façon différente. Donc, c'est simple au départ, mais alors après, ça devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué? Eh bien, parce que la jeune fille, va subir des transformations physiques très importantes. Et ces transformations, eh bien, ça va être difficile de les digérer. Ça va être d'autant plus difficile qu'à l'heure actuelle, le modèle garçon-fille est tout à fait ambivalent. Ils sont tous habillés pareil. Ils ne veulent pas se singulariser, ils se fondent dans la masse. Et alors, le jour où la jeune fille commence à acquérir des formes de femme, eh bien, c'est quelque chose qu'elle a du mal à intégrer. Hein. Vous êtes mince, fine, et puis tout d'un coup, vous commencez à prendre des cuisses, un peu de ventre, vous grossissez, puis vous avez le cycle qui va arriver. Ça peut être un traumatisme. Donc, l'importance, c'est que cette transformation physique soit bien préparée. Bien préparée, ça veut dire que déjà, il faut en parler. Alors, il y a une chose qui est fondamentale dans la croissance de l'être humain, c'est le dialogue. Le dialogue, ça se met en place très tôt. Et pour les jeunes mères, je vous le dis, mettez-le en place tout petit. Parlez, écoutez. Parce que parler, ça ne va pas sans écouter. Si c'est vous qui parlez tout le temps, si je parlais, vous aurez, à la fin, vous en auriez jusque-là. Vous diriez, et moi, j'ai peut-être quelque chose à dire. Il faut écouter l'autre. Et à la limite, il faut d'abord écouter avant de parler. L'écoute, c'est l'écoute de savoir ce qu'il y a chez l'autre, ce que l'autre attend. L'autre peut dire des choses à travers le silence. L'autre peut dire des choses à travers des gestes. Donc, mettre en place ce dialogue, et puis tout doucement, apprendre à la petite fille. D'abord, il faut qu'elle sache, bien entendu, que quand elle sera grande, elle sera une femme. Alors, elle peut se dire, quand je serai grande, je serai une fée, je serai une princesse. Et elle a raison de se dire qu'elle sera une fée, une princesse, qu'elle sera belle, qu'elle sera jolie et qu'elle aura un prince charmant. C'est très bien qu'elle rêve à ça. C'est pas la peine de lui dire, boum, c'est pas vrai, tu te marieras avec un plombier. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Bon, donc cette part de rêve, elle est importante et d'ailleurs, elle fait partie du tempérament féminin. Dans le tempérament féminin, je ne vous l'ai pas détaillé, vous connaissez, mais bon, il y a des qualités qui sont importantes et une des plus importantes, bon, il y a la douceur, évidemment, puisque c'est le germe de ce qui va devenir la maternité, l'accueil, toutes ces qualités de relationnelles et qui font tout un ensemble très important qui mettent la vie, la chaleur humaine dans une maison. Mais vous avez la qualité du rêve. Le rêve, c'est très important. C'est une dimension autre. C'est l'accès à la culture après, c'est l'accès à l'art. Le rêve est fondamental. Il permet d'avoir un but dans la vie. Mais je dirais que il y a aussi ce côté de fantaisie. La fantaisie est importante chez une femme, parce que l'homme est beaucoup moins fantaisiste, et il a besoin de fantaisie. Donc, la fantaisie, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'à ce moment-là, bon, ça peut paraître curieux, ça peut révéler des déséquilibres, mais il faut une pointe de fantaisie. Donc, préparer la puberté, ça se fait très tôt. Il faut que la petite fille sache qu'elle va devenir une femme, une maman, mais une femme, une épouse aussi.
Et c'est très important parce que dans la famille, plus tard, le rôle de l'épouse doit quand même être primordial par rapport au rôle de mère. Hein. Il ne faut pas que l'un étouffe l'autre. Il faut toujours se dire qu'il y a le tronc qui porte les branches. Hein. On est un tronc, le couple est un tronc et l'arbre s'épanouit sur le tronc. La puberté, ça se prépare tôt et la jeune fille, il faut qu'elle sache qu'elle va se transformer et ça peut être le père qui va lui dire « tu vas devenir une belle jeune fille ». Alors, bon, il peut dire comme ta maman, mais pas trop, parce que la femme s'épanouit à côté de sa mère, hein, elle va être en concurrence au bout d'un moment. Il faut qu'elle sache toujours que la maman, c'est l'épouse du père et que le père, il ne va pas se marier avec sa fille aussi. C'est important que le père montre bien que sa femme, c'est son épouse, et il faut qu'il le manifeste un petit peu, sans excès, mais il faut qu'il manifeste sa tendresse avec la mère. Donc, la jeune fille doit savoir qu'elle va devenir une femme, elle doit savoir elle doit être sensibilisée au regard masculin à travers son père, un regard qui sera un regard de père, et elle doit aussi savoir qu'elle va avoir des transformations physiques extérieures, mais des transformations physiques intérieures. Et surtout, ne jamais laisser une jeune fille seule face à sa puberté. Parce que d'abord, c'est un traumatisme, j'en connais, et ça a été dur de rattraper. Et puis, elle va apprendre des choses par la bande, par les autres. Ne laissez pas vos enfants s'éduquer sur les bancs de l'école ou ailleurs. Il faut les préparer très tôt, il faut qu'ils sachent les choses de façon simple. L'éducation de l'enfant doit se faire avec des mots simples et jeunes, parce qu'à des enfants jeunes, on est obligé de simplifier, et donc il n'y a pas de place pour les problèmes personnels et pour les fantasmes. Il ne faut pas passer ces problèmes personnels à ses enfants. Donc une image simple de la sexualité au sens du caractère, des caractères sexuels et des transformations et du fonctionnement sexuel. Donc il faut bien que la petite fille sache qu'un jour elle va avoir en elle elle porte déjà en elle tout ce qu'il faut, ce berceau intérieur qu'elle porte en elle, il existe déjà. Il faut lui expliquer qu'elle a déjà des ovaires qui portent tous les ovules, ils sont déjà présents. Hein. Ils vont se mettre en place tout doucement et ils vont se mettre à fonctionner tout doucement, mais ils sont déjà présents. Elle a le capital. Et puis un jour, ce capital va se mettre en route. L'horloge va se déclencher. Donc, oui, alors des détails, par exemple, sur la féminité. Il faut savoir que la petite fille, si vous lui dites « tu as déjà les ovaires », ben, il faut qu'elle sache que cet ovaire, il comporte 250 ovules dès la naissance. Ils sont déjà là. Dans chaque ovaire, il y a 250 ovules. Bon, ben, le garçon, lui, elle a des ovaires. Lui, il a des testicules. Dans le testicule, il n'y a rien du tout. Alors, vous voyez, le problème entre filles et garçons, c'est que souvent la petite fille se dit « moi, j'ai rien, lui, il a et moi, j'ai pas ». Vous savez ? Or, le sexe du garçon, il est extérieur, le sexe de la petite fille est intérieur. Donc, elle a quelque chose. Oui, lui, il a, mais toi aussi, tu as. Mais c'est protégé, c'est sacré, c'est à l'intérieur. Hein ? Donc, richesse de la petite fille par rapport au garçon, elle a déjà tout le capital en elle. Ensuite, vous pouvez lui dire que, les petites filles ont aussi une supériorité parce que les garçons, ils sont plus remuants, et ils s'affirment et ils disent les filles, c'est des pisseuses, etc. Vous savez, alors la petite fille, elle a une autre supériorité, c'est qu'elle est plus mûre, plus raisonnable. Le garçon, il est tout fou et ça dure plus longtemps. Alors donc, la petite fille, elle a 2 ans d'avance sur le garçon. Hein, vous pouvez lui dire, alors là, c'est important. Et c'est d'autant plus important que les petites filles, elles ont une tête qui travaille, un cœur qui travaille, et elles remuent beaucoup de choses déjà dans leur tête et dans leur cœur. Vous savez, vers 3-4 ans, un enfant, il a déjà énormément de choses enregistrées et qui fonctionnent. C'est pour ça que si vous leur parlez quand ils reviennent de l'école, il faut toujours mettre en place un moment de calme où l'enfant va parler, et s'il ne parle pas, il faut lui poser des questions. Et puis s'il ne parle pas suffisamment, parce qu'il y a des enfants qui
qui parle moins que d'autres, eh ben, il faut lui raconter ce qu'on a vécu au même âge. Ça, c'est fondamental. Ils ont besoin d'histoires, hein, ils adorent les histoires. Et raconte-moi quand tu étais petite, et raconte-moi quand tu as connu papa, et raconte-moi quand tu avais des amoureux. Et il faut raconter. On ne raconte pas les horreurs, on raconte les choses. Mais on ne se fait pas passer non plus pour des perfections. On n'est pas, bon, excusez-moi, c'est momentané, je vais descendre, hein, mais on n'est pas sur un piédestal. Donc, la petite fille, elle a cette mise en place à préparer, et il faut qu'elle sache que si la puberté peut arriver du jour au lendemain, hein, ça va arriver brutalement, le garçon, ça se fait progressivement. Si ça peut arriver du jour au lendemain, à partir de 9 ans, ben, il faut quand même qu'elle s'y attende. Et elle peut même le prévoir. Ça, on ne le sait pas toujours. On lui dit, tu vas voir tes règles. Alors ça peut être traumatisant, c'est du sang. Mais pourquoi c'est du sang? Bon. Alors il faut lui expliquer qu'à l'intérieur, c'est tapissé et qu'il y a quelque chose qui recouvre la matrice à l'intérieur, une pellicule. Alors c'est comme les draps du lit du bébé, hein. Ils sont propres et chaque mois, ils vont se détacher. Donc pour que ça se détache, c'est simple, eh bien, le système veineux qui est très, très important à l'intérieur de la matrice va se gonfler et puis le sang va faire détacher cette pellicule qui va s'évacuer. Et puis après, hop, c'est de nouveau un cycle et de nouveau un nouveau berceau. Donc c'est un renouvellement. C'est la vie toujours, hein, c'est la vie, c'est un renouvellement. Donc nous avons ce renouvellement en nous. Et ça, c'est très important pour notre psychologie. Si vous réfléchissez dans le cycle, vous avez un éternel recommencement. Ça commence avec les règles. Ça commence avec la fatigue des règles, de la veille des règles, qui peut être plus ou moins accentuée. Et puis, ça va s'améliorer. Au milieu du cycle, vous avez une période de superforme. Après, vous avez une période d'équilibre. Vous savez, et puis, hop, vous revenez en fin de cycle, de nouveau, renouvellement, détachement, etc. Alors, ça, il faut savoir que le cycle, c'est un renouvellement, donc c'est un côté positif. Et il faut savoir que si ça ne se passe pas très bien, eh bien, c'est peut-être que vous avez votre corps qui n'est pas en équilibre. Et ça, on va revenir là-dessus. Donc, j'ai un peu expliqué la différence filles-garçons, qui est très importante. Il faut que les filles sachent comment fonctionnent les garçons et que les garçons sachent comment fonctionnent les filles. Et les filles, il faut qu'elles apprennent très tôt qu'elles ont un rôle à jouer pour gérer les garçons. On va en reparler plus tard, dans ma deuxième partie, mais très tôt, les filles doivent savoir que si quelque part elles sont plus mûres que les garçons, c'est parce qu'elles vont les aider à se contrôler, à se gérer. Si elles ne savent pas ça, elles vont rester dans leur perspective de caractère qui s'adapte, parce qu'elles ont ça en elles, mais trop s'adapter, eh ben, c'est se détruire. Hein, les garçons attendent de vous qu'ils sortent avec eux. Est-ce que vous allez sortir avec eux? Non. Un garçon est amoureux de vous, pas vous, mais est-ce que vous êtes obligé de sortir avec lui? Non. Non, c'est pas parce que quelqu'un est fou amoureux d'une autre qu'elle est obligée d'aller avec lui ou de se marier avec lui. La liberté, elle existe, elle est réelle et elle se construit. Elle est responsable, la liberté. Alors, les cycles, c'est aussi important de savoir que ça n'est pas une pathologie. Ni les cycles, ni les règles, bien entendu, c'est ce que j'inclus dans les cycles, ni la grossesse n'est une pathologie, ni la ménopause n'est une pathologie. Ça, mettez-vous ça bien dans la tête. Même l'ostéoporose, c'est pas très grave. Hein. La santé globale est plus importante que ces manifestations. Si la ménopause se passe pas très bien, c'est peut-être que le corps n'est pas suffisamment en équilibre. Pourquoi pas suffisamment en équilibre? Parce qu'il y a des conditions d'équilibre qui sont très importantes et dont on va vous reparler, et c'est évidemment la nutrition en particulier. Donc, sachez que si on vous préconise des traitements médicaux
pour équilibrer vos problèmes momentanés, vos déséquilibres momentanés, eh bien, réfléchissez et posez la question, est-ce qu'il ne faut mieux pas soigner la cause plutôt que les symptômes? Quand on soigne le symptôme, on fait reculer le symptôme, mais on crée de nouveaux déséquilibres. C'est quelquefois très dangereux. La maternité, ce n'est pas une maladie, mais par contre, c'est bien une décision à deux qui doit tenir compte des désirs profonds de la femme. Attention aux maladies psychologiques déclenchées par un non-respect des désirs de la femme, et de ses capacités et de sa santé. Une grossesse qui démarre dans des mauvaises conditions psychologiques et de santé, c'est une grossesse, c'est la grossesse qui est malade. Ce n'est pas la grossesse qui est une maladie. Vous comprenez bien la différence. Et donc, elle sera plus difficile à assumer et c'est mettre en danger les chances de l'enfant. C'est très important. Alors, être femme, c'est aussi développer sa féminité. Tant qu'à être femme, autant qu'on exerce les charismes que nous possédons, et si on doit exercer des charismes, eh bien, il faut en être consciente, il faut bien les connaître. Et pour bien exercer ces charismes, il faut aussi être bien dans sa peau, bien dans son identité. La première chose pour être bien dans sa peau, c'est avoir un équilibre de santé, un équilibre nutritionnel valable. Alors je vais vous donner quelques directions parce que je crois que vous les attendez. Si vous voulez être en bon équilibre de santé, il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Alors, notre santé est très dépendante de nos cycles et de nos productions d'hormones. Et ça peut s'équilibrer par l'alimentation. Nous devons équilibrer nos hormones, notre production d'hormones par notre alimentation. Vous savez déjà sûrement que les vitamines, c'est des choses qu'on absorbe dans nos aliments. On ne les a pas toutes en nous. Il y en a qu'on fabrique avec du soleil, la vitamine D par exemple, mais les autres, il faut les absorber dans notre alimentation. Et les vitamines, ce sont les fruits, ce sont les légumes, ce sont toutes les céréales, et ce sont surtout des modes de cuisson qui préservent la qualité des aliments. Alors je reviens aux vitamines. Vous avez une vitamine qui est très importante, c'est la vitamine C. La vitamine C, vous la trouvez dans les fruits, dans les légumes. Vous pensez peut-être, vous, que vous la trouvez surtout dans les agrumes et dans les kiwis. Oui? Oui. Eh bien, dans les kiwis, vous avez 80 à 100 mg de vitamine C pour 100 grammes. Dans l'orange, vous en avez environ 50. Sachez que dans le persil frais de votre jardin à feuilles plates, eh bien, vous avez 170 mg de vitamine C au 100 g. Dans le poivron, vous en avez 140 mg. Vous voyez, les légumes, c'est très important. Mais la vitamine C est fragile. D'abord, pour être absorbée, il faut qu'elle soit accompagnée d'autres nutriments, donc pas en cachet. Il faut qu'elle soit naturelle, donc pas en cachet. La vitamine C, pour être absorbée, il faut qu'elle ait le calcium, il faut qu'elle ait le fer, il faut qu'elle ait, vous voyez, tout l'ensemble. Ce n'est pas par hasard que les nutriments sont réunis dans des aliments. Alors certains sont plus riches que d'autres, parce qu'ils vont être utiles dans des périodes de la vie. Vous avez ce qu'on appelle les fruits et les légumes d'hiver. Eh bien, dans ces fruits et ces légumes d'hiver, vous avez des composants qui sont fondamentaux pour vous protéger contre les infections de l'hiver. Rhinopharyngée. Et je vais vous donner comme exemple eh bien, tout ce qui est choux, crucifères. Dans les choux, dans les crucifères, vous avez de la vitamine C. Le chou vert, vous avez environ 80 mg au 100 g. Vous voyez, autant que dans le kiwi. Mais vous avez aussi beaucoup de composés soufrés. Et le soufre est un désinfectant respiratoire. Le soufre dilate les bronches. Le soufre entretient l'état de santé de tout le système respiratoire et rhinopharyngé. Vous avez beaucoup de soufre aussi dans tout ce qui est ail, oignon, poireau. Vous avez vraiment toutes les défenses de l'hiver, vous les avez. Vous avez de la vitamine C aussi dans les pommes de terre.
les pommes de terre qu'il faut manger, si possible, petites avec la peau, parce qu'il y a plus de nutriments dans la peau que dans la chair. Ça, c'est bien pour les femmes, parce qu'elles n'aiment pas trop manger trop de pommes de terre, ça fait grossir. Ben oui, il y a des sucres. Donc, la variété vous permettra de manger moins de ceci, mais de façon plus variée. Hein? Donc, vous avez aussi, comme aliment intéressant au niveau nutritionnel et au niveau hormonal, tout ce qui est riche en phytohormones. Alors, les phytohormones, ce sont des composés qui sont contenus dans les végétaux et qui vont être transformés en hormones par notre organisme. Ça veut dire que quand je vous dis au moment de la puberté, quand il y a les boutons, et au moment de la ménopause, qu'il faut manger plus de phytohormones, et ça veut dire qu'il faut vous faire un régime plus végétarien. Il y a des phytohormones dans tous les végétaux, mais que vous allez accentuer tout ce qui est légumineuse. Légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, surtout les pois chiches. Le soja aussi en est très riche. Mais pas d'exclusive, hein, un petit peu. Vous allez faire des repas végétariens, vous allez mettre un peu de légumineuses et un peu de céréales complètes. Comme ça, vous aurez toute la gamme des protéines. Sinon, elles ne sont pas absorbées, hein, les acides aminés essentiels. Vous allez boire un petit peu de vin, un petit verre de vin à chaque repas, pas plus. C'est excellent, ça apporte des composés, des phytohormones, ça apporte un tout petit peu d'alcool qui désinfecte l'intestin, ça aide au transit intestinal, et c'est remontant quand on est fatigué, un peu, mais attention, attention, dans le Valais, attention. Voilà, alors, et buvez beaucoup pendant vos repas. Si vous avez un problème de surpoids, buvez beaucoup, ça aide à rassasier, et donc comme ça, on peut réduire les quantités d'alimentation. Donc un régime plutôt végétarien, un régime où vous allez baisser les graisses animales, qui sont très mauvaises, c'est-à-dire tout ce qui est viande de bœuf, et trop de produits laitiers. Je ne veux pas vous dire de les supprimer, sinon vous allez me vider immédiatement. Je suis tout à fait consciente, et moi aussi j'adore le fromage. Mais vous savez, les producteurs, s'ils voient qu'on achète plus du fromage de chèvre et de brebis que du fromage de vache, ben, petit à petit ils vont acheter des chèvres et des brebis et ils vont moins renouveler leur cheptel de vaches. Hein, et les produits laitiers, quand vous consommez du lait, attention de bien le supporter. Des problèmes de rhinite, de sinusite chronique, hein, des problèmes d'acouphènes, des problèmes, vous savez, de bruit dans les oreilles, des problèmes de transit intestinal, ça révèle des intolérances. Il y a beaucoup d'intolérances au lait qui ne sont pas révélées. On s'imagine aussi que boire du lait, ça apaise l'acidité gastrique, c'est l'inverse. Il y a un soulagement sur le moment, mais c'est l'inverse. Tout ce qui est produits animaux, les viandes, les produits laitiers, c'est plutôt acide, hein, que basique. Par contre, si vous avez des problèmes d'estomac, allez plutôt vers des farineux, sans excès, mais des farineux, des céréales complètes. Voilà. Bon, je vous ai donné un petit peu ces données de façon un petit peu désordonnée, mais pour vous dire que votre équilibre nutritionnel, il est fondamental. Et que dans la famille, l'équilibre nutritionnel, c'est aussi un facteur d'harmonie. Donc nourrissez bien vos familles. Si vous leur donnez des phytoestrogènes, ne vous inquiétez pas, elles se transforment en testostérone chez l'homme et en estrogène chez la femme. Hein, je vous rassure tout de suite. Donc si vous prenez une tisane de sauge pour évacuer vos bouffées de chaleur ou une poignée de noisettes, votre mari peut en prendre, ça risque rien du tout. Alors faire sa place, c'est très important dans la famille, mais pas seulement dans la famille, dans le monde du travail et dans le couple. Hein. Alors dans la famille, il faut que nous fassions notre place. En tant que fille, les filles doivent pouvoir faire leur place, et l'épouse aussi. Alors les parents doivent reconnaître la place et l'identité de chacun de leurs enfants. Il faut que chacun ait sa chance dans la famille. Méfiez-vous parce que c'est vrai qu'il y a des caractères qui s'accordent plus ou moins et souvent dans les familles, on a plus d'affinité avec tel ou tel de nos enfants
attention que les autres n'en ressentent pas de carence. Alors, cherchons toujours ce qu'on aime dans chacun des enfants, parce qu'en cherchant ce qu'on aime, on fait sortir les qualités. Un enfant à qui vous posez la question « Quelles sont tes qualités ?» même un adulte d'ailleurs, va vous dire « Ses défauts ». Bon, alors, toute qualité est l'envers d'un défaut. Tout défaut est l'envers d'une qualité. Donc, quand on vous dit « j'ai un défaut gros comme ça », il y a sûrement une qualité grosse comme ça derrière. Il suffit de traduire. Et traduire, si ce n'est pas le rôle de la mère dans la famille, je me demande ce qu'on fait sur Terre. Il faut reconnaître aussi la complémentarité entre les enfants. Vous savez, ils ont des complémentarités. Et pas uniques avec un seul, hein, des complémentarités croisées. C'est important, parce que vous savez, dans la famille, c'est dans la famille que l'enfant se prépare à vivre dans la société. Il ne faut surtout pas que les filles soient asservies aux garçons, ni les mères asservies aux filles, sous prétexte que la fille est plus cultivée, qu'elle va en université et que la mère n'y est pas allée. Attention à ça aussi. Il faut qu'il y ait un partage et des responsabilités de chacun dans la famille. Même si on a un niveau de vie qui est élevé, qu'on est servi, il faut que chacun assume des tâches dans le contexte familial. C'est un service à leur rendre pour qu'après, ils assument leurs tâches ensuite. Et puis, ça leur apprend le respect des autres. Faire sa place dans le couple. Je vous ai dit que la relation père-mère est première. C'est l'axe, c'est le pilier de la famille. Alors, la femme dans la famille, c'est quand même la présence de la mère. Attention que dans la présence de la mère, il y a la présence du père qu'elle représente. Hein, présente, représente. Quand le père est absent, la mère parle du père aux enfants. Il faut qu'il reste présent et qu'il soit... Quand l'enfant fait un caprice, on lui parle de son père. Ça aide bien, même en parlant seulement, ça aide bien à remettre les choses en place. La mère n'est ni reine ni esclave. Elle est présente, elle rayonne, elle accueille les dons de l'autre, de son conjoint, mais elle exprime aussi. Il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle se dise. Hein. Il ne faut pas rester silencieuse et martyre, il faut s'exprimer dans la paix, hein, se faire reconnaître. Il faut toujours non pas exprimer des critiques qui sont destructrices, mais des attentes qui sont constructives. Art, culture, mémoire très importante. Les racines sont fondamentales pour les enfants, je l'ai déjà dit. Se raconter la famille, raconter tout ce qu'on sait de notre héritage. Dans le monde, eh bien, nous devons mettre en œuvre la complémentarité homme-femme. C'est pas facile, on a un monde qui est très, très viril, très masculinisé. Or, c'est nécessaire. Quand on voit les aberrations qui ont été commises dans la construction d'habitations à loyer modéré, les HLM chez nous en France, eh bien, on se dit qu'il n'y avait pas de femmes là. C'est clair. Alors actuellement, nous en France, on a les familles, les associations de familles qui sont représentées dans ces offices et on commence à voir la différence. Quand ça se construit, c'est quand même pas la même chose. Il faut qu'il y ait peu d'accumulation de logements sur un même endroit, des espaces verts. Il ne faut pas qu'il y ait une concentration, vous savez, concentration. Regardez les bandes, c'est ce phénomène de concentration. Le plus fort domine le plus faible et ça fait des catastrophes. Donc, notre rôle, c'est d'humaniser ce monde trop masculin. C'est d'allier la raison, le pragmatisme, le sens pratique, le sens de l'utilité. Il y a des choses, quelquefois, dans les logements qui ne sont pas prévues, pas utiles. Il faut allier aussi l'art, la beauté, le côté de la beauté, mais pas agressive, une beauté apaisante. Quelquefois, on voit des œuvres d'art dans les villes qui sont épouvantables. Non, la beauté, c'est un facteur de civilisation. Respect, paix, joie, patience, ça, c'est la culture de la sensibilité. C'est de l'écoute de l'autre. L'ouverture, l'attente, le mieux humain. On peut toujours faire mieux. Ça, c'est l'espérance. C'est la force et la persévérance aussi qui sont chez la femme et qui lui ont permis au cours des siècles de toujours survivre et de toujours dépasser toutes les crises.
Bon, ça c'est notre rôle, c'est faire notre place. Mais pour faire sa place, il faut se connaître. Alors nous connaître, est-ce qu'on se connaît toujours très bien ? Je suis sûre parmi vous qu'on est tout un peu comme ça, on a toujours un peu des complexes, des frustrations, des choses qui nous freinent, qui nous empêchent de nous exprimer, qui nous empêchent de donner tout ce que nous avons à donner. Alors, pour se connaître, il y a une première recette. C'est d'être attentive à toutes nos réactions d'impatience, de stress, de découragement, de colère, de fatigue, de rejet. À chaque fois, il faut se dire pourquoi. Pourquoi ? Je me souviens d'une fois, une petite histoire comme ça. Je devais avoir 4 enfants. Est-ce que je venais d'avoir le 5e ou est-ce que j'étais très, très fatiguée. Et alors, ils étaient remuants. Évidemment, quand la maman est fatiguée, ils sont remuants. Alors ça m'énervait. Puis ça montait, ça montait, ça montait. Et eux, ça montait, ça montait. Ils s'excitaient, ils s'énervaient. Et à un moment, c'était là. Je devais être 2 jours avant mes règles, c'est sûr. Je me suis dit, mais ça ne va pas, tu ne peux pas exploser, sinon ça va être une horreur. Tu ne vas pas exploser. Alors j'ai pris une grande respiration, et puis je leur ai parlé avec... alors je ne sais pas ce que j'ai mis dans la douceur de ma voix, mais il y a ma fille aînée qui m'a regardée avec des yeux de merlan frais, qui m'a dit « Maman, tu es gentille » en me caressant la joue. Je me suis dit, ben mince, alors là j'ai fait... Vous savez, c'était des petites victoires, mais qui sont énormes. Les enfants sont extrêmement sensibles à nos états nerveux. Ils le sentent. Hein. Notre nervosité, notre découragement, nos déprimes, ils le sentent. Bon, alors, dans ces cas-là, c'est pas ça qui va gommer notre déprime, quoique ça peut être très efficace. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul. Et en prenant du recul, on se dit, bon, alors, je suis comme ça, je me vois comme ça, et je recule, vous savez. Ça, c'est énorme. Ça peut casser des engrenages de déprime ou de stress. Ça peut être vraiment magique. Hein. Simplement le fait de prendre du recul et de se voir d'un peu plus loin. Il faut savoir aussi, et ça c'est fondamental chez la femme, que nous avons des forces en réserve qui nous permettent, regardez, c'est pas rien déjà, ça nous permet de dépasser nos fatigues. Si les hommes sont si fragiles devant la maladie et la fatigue, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils n'ont pas cette fatigue cyclique qui peut être énorme, surtout quand on a eu plusieurs enfants. On peut atteindre les limites de la fatigue, et bien on se rend compte que malgré tout, on continue, on continue, on continue. Regardez, il y a eu des mères héroïques qui ont persévéré, qui sont allées au bout. Les héroïsmes les plus grands, ce n'est pas ceux qu'on connaît. Hein. Savoir ce que c'est qu'aller au bout de ses forces, c'est essentiellement féminin. Alors ça, c'est une force. Dites-vous toujours, mais on a des forces en soi. Ces forces-là, on les découvre en général autour de 40 ans. Hein? On les découvre le jour où quelqu'un s'attaque soit à nos enfants, soit à nos maris. On peut devenir féroce si on s'attaque à nos maris. Mais à nos enfants, attention. Hein? Alors ça, c'est une richesse, un trésor, je dirais. C'est un trésor que vous avez chacune en vous. Vous avez cette force de la mère qui peut se déchaîner pour défendre son trésor affectif. Il faut apprendre donc à avoir du recul sur soi pour une raison simple, c'est qu'il faut s'arrêter avant de craquer. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut apprendre et développer, c'est le silence intérieur. Et si vous avez une dimension spirituelle, vous savez ce que c'est, mais le silence intérieur, ce n'est pas la prière répétitive. Hein. C'est on se recueille en soi et on cherche en soi tout le spirituel et tout l'intérieur, toute notre structure intérieure. Hein. Et ça, on l'a en nous. On l'a en nous. Silence. Et quand on est dans le silence et qu'on essaie de prier dans le silence, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tas de choses qui remontent. Alors là, c'est le tohu-bohu. En fait de silence, vous voyez, c'est tohu-bohu. Tout sort. Bon, alors au lieu de vous dire « j'en suis pas capable » et de fermer, d'éteindre la bougie, etc., non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se dire « mince,
J'ai tout ça en moi, j'en ai des problèmes. Qu'est-ce que c'est? Et des petits problèmes, mais alors débiles, des petits détails qui montent, mais ça c'est très, très caractéristique. Bon, alors on les voit et puis on dit, ben mince, ça vaut pas grand-chose, hein. On les met de côté. Mais bon, les petits problèmes et les gros problèmes, il faut toujours se dire, on n'est pas seul pour les assumer. C'est ça qu'il faut se dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas assumer. La première chose qu'on ne peut pas assumer entièrement, par exemple, c'est le choix de l'époux. Le choix de l'époux, ça se prépare longtemps à l'avance. Ça aussi, il faut le dire à nos filles. Et ça se prépare aussi dans ce silence intérieur. Nous devons apprendre à nous dire autant qu'à écouter. On doit écouter l'autre, mais on doit savoir dire ce qui est en nous, ce que nous ressentons. On ne le dit pas de façon agressive, on le filtre un petit peu. Ma grand-mère me disait, il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. J'ai essayé, c'est pas possible, hein, la langue elle ne se tourne pas comme ça fait mal. J'essayais quand j'étais comme ça. Mais c'est très vrai, ça veut dire quoi? Avant de laisser jaillir ce que vous avez à reprocher aux autres, calmez, calmez. Dites-vous, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans, hein? Parce qu'on peut détruire des couples et des familles par agressivité. L'agressivité, elle ne reflète pas seulement ce que l'autre nous a fait, elle reflète aussi notre état personnel. Donc, si votre mari, vous ne lui dites pas comment vous fonctionnez, il ne saura pas. Hein, il faut commencer tôt, il faut lui dire quand on est fiancé. Quand on est fiancé, il faut, quand on se fréquente, hein, parce qu'il y en a qui commencent, chacun commence comme il peut. Hein, et c'est vrai qu'il y a des couples qui commencent par se rencontrer, par vivre ensemble, et puis qui après vont sentir la nécessité de cette pérennité, de cette permanence, parce que l'amour dans le couple, il ne peut vraiment exister que dans le temps. Comme on n'est pas parfait et comme on doit se perfectionner l'un l'autre, hein, ça ne peut exister que dans le temps. Ce n'est pas au bout de 6 mois qu'on peut savoir si on est vraiment destiné à vivre toute sa vie toute seule. Par contre, toute sa vie ensemble. Pardon, j'ai fait un lapsus catastrophique. Voilà. Alors, apprendre à se dire, si j'ai parlé de fiançailles, c'est parce qu'au début, quand on se connaît, eh bien, c'est très important de faire passer d'abord l'affectivité. Et si c'est une chose qu'il faut bien expliquer aux enfants et aux adolescents, c'est que l'affectif, le corps n'est rien sans l'affectif. Le corps est le moyen d'expression de l'affectivité. Ça se voit quand le bébé est tout petit. Si sa mère ne le caresse pas, si sa mère ne lui parle pas, ne lui chante pas des chansons pour l'endormir, il n'est pas bien, l'enfant, le nourrisson. Il a besoin de concret, de toucher. Notre corps a besoin d'être touché. Hein, toutes les corpuscules, d'ailleurs on le sait très bien, hein, quand les maris vous disent « ma femme est frigide », c'est qu'il ne sait pas la caresser, qu'elle n'a pas expliqué, elle n'a pas su lui expliquer. Hein. L'homme, il a des mains qui sont aimantées. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer. Nous, on a besoin qu'il nous parle, qu'il nous dise des choses gentilles, qu'il ait des gestes, hein, il faut mettre en place l'affective, la communion, l'union, elle se met en place au niveau affectif, au niveau dialogue. Après, il peut y avoir traduction physique, par le physique, communion physique, mais d'abord par l'affectif. Hein. Et la sexualité chez la femme, elle doit être éveillée, chez l'homme, elle doit être dirigée, calmée. On va en reparler. Voilà. Alors, simplement, je vais rajouter que la femme aussi, qui a élevé des enfants sans travailler, ne doit pas se laisser dévaloriser parce qu'on sait très bien tout ce que ça nous apporte. Mais par contre, quand les enfants ont grandi, il ne faut pas s'enfermer chez soi, hein, à ressasser, il ne faut pas s'enfoncer dans... Bon, on doit jouer un rôle en tant que grand-mère, mais on n'est pas là pour élever nos enfants. Bon, il y a les nécessités, bien sûr, mais on ne doit pas les élever à la place de nos enfants. Les enfants, ils ont besoin de leurs propres parents. Et donc, quand on a achevé notre rôle de mère, on doit avoir déjà mis en place notre rôle de femme dans la société. On a un rôle à tenir, on a des choses à dire. On doit défendre la famille et la représenter.
Les associations de femmes, de familles, c'est très important. Ça permet de retrouver un deuxième souffle et s'épanouir en tant que femme, ce qu'on n'a pas forcément fait en tant que mère. On voit bien, quand on est mère de jeunes enfants, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps d'aller au cinéma, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Quand on commence à avoir du temps, eh bien, il faut en profiter pour se cultiver. Et vous voyez qu'on est perfectible, puisqu'on peut apprendre des choses. Il y en a qui retournent à l'université, qui refont des études pour devenir enseignantes. J'en connais. Et ça permet de faire avancer la société. Et ça, ce n'est pas négligeable. S'il n'y a pas les mères pour faire avancer la société, ce n'est pas des hommes et des célibataires qui vont la faire progresser dans le sens des familles. Ça, non, non, non. Ça, c'est à nous, hein. Il faut le faire. Donc, représenter, développer tout ce qui a été construit avec les enfants, manifester les contradictions d'une société qui n'est organisée que selon les critères de la productivité et de l'efficacité et de la consommation, et mettre une dimension éthique dans la politique sociale et la politique des relations humaines. Donc, tout ça à travers le dialogue. Et avant de passer à ces messieurs, je vais commencer par dire que le dialogue, chez eux, il faut qu'on leur répète au moins 5 fois les choses pour qu'ils les entendent. Hein. Au moins 5 fois. Et il faut s'assurer qu'ils aient entendu. Hein. Sinon, ça sera 6 ou 7. Alors, on commence bien pour parler de gérer nos compagnons. Alors, nous allons parler cette fois de l'homme, comment gérer l'homme. L'homme, je mets bien l'homme au sens large, et j'ajoute nos compagnons, parce que c'est l'homme en tant qu'essence de l'homme, le problème de l'homme, et puis c'est celui qui est à côté de nous, qui est avec nous. Autrement dit, on a un idéal de l'homme, on voudrait qu'il soit comme ci, comme ça, et puis on a à côté de nous quelqu'un qui est en chair et en os, et il faut faire avec. Il faut faire avec parce que ce n'est pas en changeant comme de chaussettes qu'on va résoudre nos problèmes, au contraire. Hein, au contraire. Nous avons connu une jeune femme qui nous disait que sa grand-mère, quand elle était jeune, elle était allée lui demander de lui parler de l'amour à sa grand-mère. C'est quand même intéressant qu'elle soit allée voir sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a dit « Ma fille, si tu veux connaître l'amour, aime le même homme pendant au moins 10 ans et tu pourras peut-être savoir ce que c'est que l'amour. » Ça veut dire qu'il faut 10 ans pour s'harmoniser l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il faut au moins 10 ans pour former l'homme, notre homme. Non, parce que c'est vrai, entre nous, leur dites pas, mais c'est quand même du boulot. Alors, les femmes et les jeunes filles, elles ont une prédisposition à s'adapter. Elles ont une prédisposition à s'adapter et à amortir les choses. Hein. Mais le rôle d'amortisseur, il a des limites, parce que si on amortit trop, ça craque. Donc, il faut connaître ses limites. C'est pour ça que je vous dis, si vous vous observez quand vous avez des réactions fortes, observez-vous. Dites-vous, tiens, hop, comment je suis là, hein, et pourquoi je suis comme ça. Prenez du recul. Et surtout, du recul avec de l'humour. Hein. Il faut avoir de l'humour sur soi-même. Avec de l'humour, on devient gai, on devient joyeuse. Et donc, on est prête à être par amour tel qu'ils nous veulent. Mais le problème, c'est quand même de savoir qui il veut, qui il aime. Moi, mon corps, quelle femme veut-il? Un corps doté d'un sexe féminin? Alors là, on peut changer, hein, pas de problème. Un autre lui-même, ça c'est déjà mieux. Donc vous voyez les questions, ça montre bien que les enjeux sont graves et profonds. Donc il ne faut jamais rester en surface. Il ne faut jamais s'étourdir dans le relationnel.
Il faut avoir des moments de pause, des moments où on apprend à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est pas aller ensemble au lit, c'est pas s'embrasser sans arrêt. On parle pas la bouche pleine. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'être réservé. Je suis quand même assez réservée en général, mais de temps en temps, ça fait du bien de dire les choses. Alors, on revient à l'homme, au sens large. Bon, l'homme, il est très pulsionnel. Tout corps féminin l'attire. Non, mais c'est sûr, hein, ne vous faites pas d'illusions. Tout corps féminin attire l'homme. Le problème, c'est la façon dont il le gère. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il a un cerveau. Un cerveau. Non, mais c'est... Je sais bien que c'est une grosse gaffe de dire les choses comme ça, mais on a tous des cervelles. Non, et c'est dans le cérébral qu'on gère le sexuel. Hein. Voilà. S'il n'y a pas, le cerveau et le cœur, bon, le cœur, il n'est pas là, en fait, hein, on le sait bien. Mais bon, tout le corps est impliqué dans l'affectif. Donc, c'est par la tête et le cœur qu'on gère la sexualité. Hein. Et nous allons servir de facteur déclenchant. Donc, bon, ne rigolez pas trop, parce que je dis des choses qui sont vraies, qui sont peut-être, ça peut être un peu cru de temps en temps. Si je vous dis par exemple que la sexualité de l'homme, elle est immédiatement évaluable, vous allez rigoler aussi. Hein. Bon, nous, il ne peut pas trop savoir. On peut jouer la comédie, mais il ne faut pas trop jouer avec ça. Si on joue trop la comédie, si on laisse croire à l'homme qu'on l'aime, y compris sexuellement, alors qu'on a du mal, et bien là, on ne joue pas le bon jeu, parce qu'on laisse passer l'occasion de lui dire que bon, on a besoin de plus de dialogue, plus de caresses, plus d'affectif, plus de mise en harmonie. Hein. On a en nous ce besoin d'harmonie. L'homme l'a moins, ce besoin. On doit le lui créer. Il a besoin d'un havre, d'une solidité, d'un foyer pour être plus fort vis-à-vis de l'extérieur, mais il ne sait pas vraiment ce que ça comporte et ce que ça reflète. La sexualité de l'homme, immédiatement évaluable, eh bien, une fois qu'elle est mise en route, elle a tendance à aller jusqu'au bout. Un jour, il y a un garçon qui a dit à mon mari, quand j'embrasse une fille, je me dis, j'ai eu le premier étage, j'aurai le rez-de-chaussée. Vous riez moins là. Hein. Non, parce qu'on n'aime pas trop quand même. On aime aimer, on aime l'amour, mais on n'aime pas être utilisé. Hein. On n'est pas des exutoires. On n'est pas on n'est pas là, notre corps n'est pas là pour répondre aux appétits physiques de l'homme. Et on ne lui rend pas service quand on reste là. Le service à lui rendre, c'est de le rehausser. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les écoutilles, non. Non. Alors, cette sexualité immédiatement évaluable, eh bien, seul son cœur peut la gouverner, son cœur et sa volonté. Parce que la volonté, elle est gouvernée par son cœur, bien sûr. Si on ne veut pas, eh ben on ne veut pas. Si on n'aime pas vouloir, on ne veut pas. Donc, il faut qu'il apprenne à écouter son cœur. Et donc, eh bien, il faut toucher le cœur et la sensibilité de l'homme. Ils sont réprimés en général par leur éducation. Les garçons, bon, ils ne prennent pas le temps de s'appesantir sur l'affectif. Ils sont physiques, ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de courir, ils ont besoin de construire. Hein. Il faut les responsabiliser, il faut créer une structure chez l'homme, c'est sûr. Mais la sensibilité, dans ces cas-là, elle est un peu oubliée. Hein. Un garçon, ça ne pleure pas. On sait très bien que ça pleure, un garçon. Un homme, ça ne pleure pas. Et si, ça peut pleurer. Regardez quand on perd quelqu'un, regardez quand... Bon. Alors, dans ce domaine-là, il faut dire que des comportements sexuels irresponsables, expérimentaux
et qui n'ont pas de but affectif et qui n'ont pas d'objectif de construction, eh bien, ces comportements-là, ils n'arrangent pas les choses. Alors, comment réveiller cette affectivité de l'homme? La première chose, c'est de le faire attendre. Je rencontre un garçon, il me plaît, et vraiment, il me plaît. Il me plaît, alors il veut sortir avec moi. Ah là là, il a envie de coucher avec moi, il me dit, si je ne couche pas avec toi, j'ai besoin, je vais mourir, je vais mourir. Ça, il l'a entendu, mon mari. Il me dit qu'il va mourir s'il ne couche pas avec moi. Eh bien, laisse-le mourir, il va vite ressusciter. S'il attend, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, mince, mais ça ne marche pas. Alors déjà, ça calme, hein, au niveau des impulsions physiques. Déjà, ça calme. Et puis, il va se dire, mais pourquoi il faut attendre? Alors là, il va mettre en place le cérébral et l'affectif. Est-ce que j'ai envie d'attendre pour cette fille-là? Ah, ben si la fille l'intéresse, il va avoir envie d'attendre. Et on va commencer un approfondissement et on va commencer un développement d'une relation qui va devenir une relation de communication. D'abord, on va apprendre à se connaître. Et puis, si on s'entend bien, on va trouver des points communs. On va trouver. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un terrain où on puisse s'entendre, hein, un terrain où on puisse dialoguer. Si on a des cultures trop différentes, ça pose des problèmes. Si on a une religion trop différente, ça pose des problèmes. Si on a un mode de vie trop différent, vous voyez, bon, il faut être attentif à ça. Ce n'est pas une condamnation, c'est une attention. Alors, le faire attendre, première chose. Le faire parler ensuite. Il faut savoir ce qui lui plaît en nous. Hein, un garçon qui dit trop vite « je t'aime », c'est suspect. Hein. Bon, il faut savoir ce qui lui plaît en nous. Il faut apprendre à le connaître. Il faut le faire parler de lui. Et il faut être sûr de ce qu'il a dans la tête, dans le cœur, ce qu'il fait, ce qu'il aime faire, ses goûts, ses amis. Il faut connaître ses amis, c'est très important. Et nous, il faut être nous-mêmes tout en étant femmes. Alors ça, c'est très important. Il faut apprendre à être bien nous-mêmes. Je vous ai parlé d'être bien dans sa peau, mais il faut être bien aussi dans ses vêtements, dans son style. Il faut apprendre à avoir un style à soi. Il faut se faire jolie. On a toutes une part de beauté qu'il faut développer. Il ne faut pas être une allumeuse, mais il faut être bien. Il faut qu'il soit fier de vous, hein, qu'il n'ait pas trop envie d'aller chercher ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'admirera pas d'autres femmes, mais il faut qu'il soit bien avec vous. Alors, donc, soyez plaisante. Et puis, recherchez les complémentarités. Recherchez les choses qui s'accordent. Hein, on n'est pas exactement pareil, mais tiens, lui, il aime ça, moi, j'aime ça, ça va bien ensemble. Évidemment, si chacun doit passer les vacances de son côté, l'un à la mer, l'autre à la montagne, c'est clair que si vraiment vous l'aimez, vous allez faire un choix. Bon, on ira près d'un lac, ou on ira, voyez, ou alors chacun son tour. Mais il y a les complémentarités, il y a les concessions. Et puis, il faut l'apprivoiser, il faut le civiliser, pas seulement en surface, hein, pas seulement lui changer son style d'habillement. Il faut avoir vraiment ce dialogue affectif du cœur. Il faut que chacun connaisse l'histoire de l'autre. Il faut apprendre à exprimer nos sentiments. Il faut apprendre à écouter l'autre et à le comprendre. Hein, il ne faut pas écouter du bout de l'oreille. Hein. Il faut lui faire répéter, redire. Il y a des choses, quelquefois, on a l'oreille qui, hop, on accroche un tout petit truc et puis on se dit, il y a quelque chose là. Alors vite, il faut revenir. Hein. Il ne faut pas laisser passer les choses. Et quand on se connaît bien, on met du temps pour apprendre à se connaître. Vous inquiétez pas, vous avez le temps, on apprend tous les jours. Hein. Je pense qu'on peut apprendre jusqu'au bout. Alors dans le couple, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il faut savoir comment fonctionne le corps de l'autre. J'ai commencé à vous en parler. Hein. Je vous ai parlé de la sensibilité du corps chez la femme, que l'homme ne connaît pas bien. Hein. Je vous ai déjà dit que l'homme, il a les mains aimantées.
Et que c'est comme ça, hein, c'est comme ça. C'est parce que quand sa sexualité s'éveille, ça explose. Bon. Mais il faut calmer les choses, il faut apprivoiser. Donc, première étape, vous expliquez comment vous fonctionnez. Pour expliquer comment on fonctionne, il faut savoir comment on fonctionne. Donc, il faut quand même que vous sachiez comment vous êtes bâti, comment vos cycles tournent. Il faut que vous sachiez que, par exemple, dans le cycle, il y a des petits signes qui vont lui montrer où vous en êtes de vos signes. Il faut les lui dire. Par exemple, la veille de vos règles, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes, vous êtes fatigué, il ne faut pas qu'il vous embête. Hein? C'est sûr. Si vous ne lui dites pas, comment vous voulez qu'il sache? Hein? Il ne comprend pas. Il dit aujourd'hui, ma femme, c'est une mégère. Zut, j'ai épousé une mégère. Mais non, ce jour-là, vous êtes fatigué, fragile, dites-le lui. Comme aux enfants d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai appris à dire ça aux enfants. Je leur dis, écoute, je suis fatiguée, fais attention parce que je vais vite m'énerver. Alors après, je les ai surpris une ou deux fois. Je dis, chut, attention, maman est fatiguée aujourd'hui. Hein. Alors, c'est bien, on est bien là. On est... Bon. Donc, il y a des jours où vous êtes en super forme, vous avez un teint éblouissant, des cheveux qui brillent. Voilà. Alors là, il va être très attiré. Hein. Mais là, attention. Parce que là commence la responsabilité. Oui, parce que la responsabilité, elle est au moment de la fécondité. Et la fécondité, ça se gère à deux. Il y a une énorme injustice à l'heure actuelle, c'est que la fécondité repose uniquement sur la femme. C'est elle qui subit les contraceptions. C'est elle qui subit les grossesses si elles ne sont pas désirées. Si elles ne sont pas désirées, sinon c'est une joie. C'est elle qui subit les avortements quand il y a avortement, poussé par les autres, sa famille, le copain, etc. Ou si elle choisit de le garder, la plupart du temps, elle subit qu'on la laisse tomber. Mais de toutes les façons, elle ne le supporte plus si elle a dû avorter. Hein. Il faut être clair. Ça, c'est pas des choses qu'on dit trop, mais ce traumatisme-là, il a des effets ravageurs. Et il ne faut pas s'imaginer qu'un garçon qui fait avorter sa compagne, il va la garder. Non. C'est pas la peine. Ensuite, c'est elle qui supporte d'élever les enfants, etc., etc., etc. Dans l'histoire, l'homme qui suit ce schéma-là avec sa compagne, il est complètement déresponsabilisé. Et la femme, elle se sent utilisée. Comment voulez-vous que les couples n'éclatent pas? Comment voulez-vous que le couple n'éclate pas? C'est clair. Par contre, si l'homme sait comment fonctionne sa femme, s'il sait d'abord qu'elle n'est pas corvéable à merci, si elle n'est pas obligée, parce que c'est ça le problème, c'est que s'il n'y a pas de risque d'une grossesse, vous voyez, le risque de la grossesse, hein, bon, s'il n'y a pas de risque, elle n'a pas de raison de refuser. Risque, raison, refuser. Ça en fait des mots négatifs. C'est pas bon, ça. Si on sait en plus que le cycle féminin, on vient de le dire, il a une période où la femme est très attirée, c'est là qu'elle a le plus de joie physique et sexuelle. Parce que l'homme, il a toujours un contentement hein, au niveau physique. Il est de plus ou moins bonne qualité, mais il y a toujours un contentement au bout de la relation. J'en vois qui rigolent, c'est pas gentil. C'est vrai. Mais la femme, il y a des périodes où elle a un contentement. Si la relation est quand même pas n'importe comment, mais les autres, il faut qu'il y ait beaucoup d'affectifs. S'il y a beaucoup d'affectifs, il y aura de la joie physique. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas drôle, c'est pas amusant. Alors bon, il y a des femmes qui se lassent, vous savez, au bout de quelques années, son mari dit « Oh, ça ne l'intéresse plus ». L'affectif est fondamental dans la relation physique pour la femme. S'il n'y a pas d'affectif, la relation n'est pas bonne. C'est rare. Donc, sous pilule, vous supprimez les cycles, vous supprimez les ovulations, vous supprimez la période où elle a des satisfactions physiques naturelles, spontanées. Ça, c'est un problème. Et si vous ajoutez que sous traitement hormonal,
Ça a des effets sur le caractère qui sont similaires à ceux que produisent les veilles de règles. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de couples qui sont mis en danger par les contraceptions non naturelles. C'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont désemparées, elles disent « mais comment on va faire ?» De très bonne foi, et le couple, l'homme aussi de très bonne foi. Par contre, il y a beaucoup de couples qu'on voit se transformer parce qu'ils sont passés de méthodes artificielles à des méthodes naturelles. La responsabilité est partagée et l'homme a appris à se dominer. À se dominer, c'est-à-dire que la relation homme-femme, elle n'est pas obligée d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour autant que l'homme ne sera pas satisfait, que l'homme peut se réserver. Et que dans ce sens-là, il va respecter sa femme parce qu'il va lui donner de la tendresse et qu'il va l'aider à recevoir la tendresse. Cette relation physique, on sait bien qu'elle est rarement vraiment réussie pour la femme. Eh bien, ça s'améliore avec les années, avec la connaissance l'un de l'autre. Et il y a beaucoup de couples qui trouvent un épanouissement physique tardif pour des raisons simples, parce que d'abord ils ont appris à se connaître, à partager, à dialoguer, ce qu'ils faisaient peut-être pas autant au début de leur couple. Et puis ils ont appris, quelquefois, les enfants partent, alors on se retrouve à deux, c'est l'occasion obligatoire d'être obligé de se parler l'un l'autre, hein, si les enfants ont pris trop de place. Mais aussi, avec la ménopause, disparaît la peur d'avoir un enfant non désiré. Et ça, dans la relation homme-femme, c'est une chose qui pèse, qui peut peser très très lourd, la peur d'une grossesse non désirée. Même si on est décidé dans le couple à recevoir tous les enfants qui vont venir, les enfants, ils viennent du ciel, oui, mais ils ne viennent pas que du ciel. Hein, parce que le ciel, on peut se détourner du ciel à force de... Hein, il faut pas non plus que le fait d'accueillir les enfants soit une autre déresponsabilisation de l'homme. Une grossesse, l'accueil d'un enfant, c'est pas n'importe quoi, ça doit se faire en pleine volonté. Il faut que l'un et l'autre, on sache ce qu'on fait. Et ça transforme tout. Ça transforme la relation, ça transforme la grossesse, ça transforme la naissance et ça transforme la vie de famille, l'accueil des enfants. Je me souviens d'une famille où il y avait un enfant qui n'avait pas été désiré et on le lui avait dit. Et cet enfant était rejeté par la mère d'une façon terrible. Et il était malheureux, il n'était pas bien, psychologiquement pas bien. Et ça m'avait vraiment énormément frappée. Alors, si ça vous arrive, l'enfant, surtout, ne lui dites pas qu'il n'a pas été désiré. D'abord, il y a toujours eu un instant d'amour, hein, et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Alors, donc... Il nous reste 7 minutes avant que Marie vienne. D'accord. Ok. Je termine vite et puis on y va. Alors, au sein de la famille, la dignité de la femme, elle commence par l'éducation des hommes et des enfants. Ça aussi, c'est très important. Ce qu'il faut que comprennent nos fils et nos hommes, c'est que toute femme est une fille, une sœur, une mère. Et que le respect commence par le regard. Même une fille qui court, qui couche avec tous les garçons, il faut la respecter. Elle a une histoire qui a fait qu'elle pensait que et qu'elle ne sait pas dire non. Si un jour quelqu'un lui dit « tu es respectable et tu peux dire non », ça va la transfigurer, ça va la sauver. Elle doit être considérée dans sa personne, dans son identité, dans son cœur, pas sous un angle de marketing. Le marketing, les abus sexuels, l'esclavage de l'image, féminisme, les fantasmes de l'homme, tout ça, c'est la conséquence de la non-responsabilité et de la non-éducation de l'homme au niveau sexuel.
Pas de contraception à gérer, pas d'enfants surprise à élever, pas d'engagement, pas d'attache, ne pas regarder en arrière, c'est facile. Et l'homme déresponsabilisé reste un adolescent capricieux. Alors nous devons quoi faire? Notre rôle, c'est éduquer, cultiver la responsabilité chez nos enfants, on leur donne des responsabilités, cultiver le respect à travers les mots et le regard, cultiver leur recul vis-à-vis des images, parce que les images, ils les ont devant les yeux régulièrement, alors il faut qu'ils apprennent à avoir du recul. Télé, médias, publicité. Et quand vos enfants, vos garçons racontent des histoires grasseillantes, eh bien, vous montrez que vous les prenez en pleine figure. Montrez-le, dites-le. Parce qu'ils ont beau vous dire c'est pas la même chose, c'est pas ma mère, c'est pas ma sœur, etc. Vous la prenez en pleine figure. Donc dites-la. Voilà. Ça c'est le petit tour, le petit bilan. Et en conclusion, je crois que notre essence, à nous femmes, c'est de créer un havre d'équilibre et de référence tout autour de nous. Le but de la mère, c'est que toute sa famille soit en équilibre, équilibre psychique, socio-familial et affectif, équilibre physique, cadre de vie et santé. Vous avez donc un rôle dans la prévention. Le cadre de vie, il faut soigner le foyer, il faut manifester présence et personnalité chaleureuse, ordre et propreté, oui, mais ce n'est pas seulement ça qui est important. Pas de froideur, mettre des signes d'amour, créer de la beauté, éduquer le regard, stimuler la culture et l'art. Pas de contraintes, il faut qu'ils aiment. Si vous les contraignez, ça ne rentrera pas. La santé, le premier médecin de la famille, c'est la mère. C'est elle qui est attentive et qui décèle les petits problèmes de santé. Et c'est elle qui donne le meilleur médicament, c'est-à-dire l'alimentation. Regardez ce que vous mettez dans l'assiette de vos enfants. Apprenez à cuire avec des cuissons douces qui ne détruisent pas les qualités des aliments, vapeur douce. Et votre rayonnement de mère va s'étendre à tout votre environnement extérieur, travail, social, politique. Ainsi, en transmettant la vie, vous transmettrez aussi un mode de vie.